16.3, 9.3 et 13.2. L'OLED arrive sur iPad Pro et MacBook Pro. Plus 20%. WhatsApp pour M1 et M2. Dynamique et pas dynamique. Mardi 24 janvier 2023. François Le Truelic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 315. Bonjour à tous. Elles sont arrivées lundi en fin de journée, les nouvelles mises à jour 16.3 pour iOS, iPadOS, tvOS, 9.3 pour Apple Watch et 13.2 pour macOS Ventura. Alors on y reviendra en détail dans le prochain numéro d'iWeek La Semaine Apple qui sera disponible en fin de journée ce mercredi. Mais sans attendre François, l'essentiel sur ce qu'apportent ces nouvelles versions. Et tout d'abord la question en préambule, est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on peut installer ces mises à jour tout de suite ? Alors comme d'habitude, je suis tenté de te dire oui, il y a eu quand même pas mal de bêta publiques, il y a eu pas mal de bêta avant pour les développeurs. Ça reste quand même des versions mineures, c'est pas des grosses mises à jour. Moi je serais tenté de vous dire de les faire. Alors elles vont peut-être pas apparaître tout de suite pour tout le monde, on a eu l'occasion d'échanger en particulier avec Ellie. C'est vrai que moi il y a une des mises à jour qui m'attirait le plus, c'est la mise à jour des HomePod, surtout des HomePod mini avec... le fameux capteur de température. Donc moi j'avais pas accès à ces mises à jour là hier soir, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai validé la bêta parce que c'est bien, vu que je suis en bêta publique sur mon iPhone, il m'a proposé directement d'installer les bêtas publiques sur les HomePod aussi. Maintenant pour l'instant le capteur n'est pas apparu, mais je pense que c'est parce que mon iPhone n'était pas avec la toute dernière version. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir en détail, vous entendrez ça demain soir en écoutant l'hebdo, mais voilà, je pense que vous pouvez le tenter. Après, sur les petites mises à jour un peu sympas, moi je pense que je vais quand même me commander une petite clé de sécurité pour tester. Ça peut être pratique quand même, tu sais, la fameuse authentification avec une clé de sécurité que tu peux mettre derrière ton téléphone qui marche en NFC, ça a l'air plutôt sympa. Faut que je regarde ça en détail. Et puis bon, la grosse nouveauté évidemment, c'est le nouveau cadran Unity pour l'Apple Watch, qui concorde avec la sortie de ce nouveau bracelet plutôt sympa qui est disponible sur l'Apple Store. Et donc rendez-vous mercredi soir avec iWeek La Semaine Apple pour le détail de toutes ces mises à jour. Des écrans OLED à la place du LED et du mini LED sur les prochaines générations d'iPad Pro et de MacBook Pro 14 et 16 pouces, c'est ce que semblent indiquer les commandes reçues par Samsung et LG pour du 10,86 et du 12,9 pouces d'un côté, du 14 et du 16 pouces de l'autre. Le passage à l'OLED, ce serait une première pour les iPad Pro et pour les MacBook Pro. Seul l'iPhone en est équipé pour l'instant. On s'attend d'ailleurs, François, à une évolution majeure des iPad Pro l'an prochain. Et c'est aussi le sentiment de Mark Gurman de Bloomberg. Bah c'est vrai que le LED, ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle. Les premiers iPhone OLED, c'était les iPhone 10. Donc, si je dis pas de bêtises, ça doit être 2017 de mémoire. Tu me corriges si je dis une grosse bêtise. C'est vrai que ça peut être une nouveauté plutôt sympa. Moi, j'ai eu l'occasion encore ce week-end d'installer, je le confesse, un PC Asus qui a un écran OLED. Et c'est vrai que le rendu colorimétrique est quand même plutôt sympa. Maintenant, voilà, je te parle avec un MacBook Pro 14 pouces M1. Désolé, je suis pas passé au M2. Qui a un écran mini LED, et c'est vrai que moi je trouve que le rendu est quand même malgré tout plutôt sympa. C'est la question pour moi toujours, c'est la question du tarif. Est-ce qu'il va y avoir une grosse inflation ? Je trouve que maintenant aujourd'hui les modèles pro, que ce soit du côté du MacBook ou de l'iPad, c'est quand même des produits qui sont relativement chers. Donc si c'est pour augmenter encore plus le tarif, j'ai peur que ça fasse vraiment mal. Maintenant voilà, les iPad Pro M2 à l'image finalement des MacBook Pro M2 Pro et M2 Max, finalement ce sont des toutes petites évolutions. Au niveau du design, il n'y a pas de changement, c'est vraiment juste le gain de version de processeur. Je pense que ça méritera un gros rafraîchissement, même si évidemment c'est pas que le physique qui est important, c'est ce qu'il y a aussi les détails à l'intérieur. Donc voilà, à mon avis ça arrivera pour l'année prochaine et j'ai hâte de voir ce que ça fait, surtout sur les iPads. Et moi sur les MacBook Pro. Les premiers tests des nouveaux MacBook Pro, M2 Pro et M2 Max sont publiés depuis quelques heures et ils confirment pour la version M2 Pro une augmentation de puissance d'environ 20% par rapport au modèle M1 Pro. Macworld considère par exemple que tous ceux qui ne voulaient pas se lancer avec la première version de ces MacBook Pro 14 et 16 pouces pourtant assez exceptionnels, il n'y a maintenant plus aucune raison de se retenir avec 3 arguments supplémentaires François, le HDMI 2.1, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Alors j'aime bien ta formulation, c'est 3 arguments supplémentaires pour passer
d'un MacBook Pro Intel à un MacBook Pro M2. En dehors de ça, il n'y a aucune raison. L'évolution est quand même relativement minime. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire tous les tests, mais je pense en particulier nos confrères de Numérama, Nicolas, qu'on a eu l'occasion d'avoir d'ailleurs dans une émission de l'Hebdo il y a quelques mois, années maintenant, signale des problèmes du côté du Wi-Fi 6E. Ça a tendance à être un peu moins stable que le Wi-Fi 5 qu'on pouvait avoir sur nos MacBook Pro. Donc ça peut être dommageable. Maintenant, voilà, c'est ce que je disais il y a quelques secondes. La marche est quand même pas énorme. Je pense que ces machines-là vont beaucoup moins se vendre que les modèles de l'année dernière pour la simple et bonne raison, c'est que une grosse partie des gens qui avaient un usage très professionnel ont migré sur ces MacBook Pro, M1 Pro, M1 Max. Et c'est vrai qu'à mon avis, il y avait les quelques réfractaires, mais je pense qu'ils étaient vraiment pas nombreux, parce que pour moi, ces produits, c'était vraiment des produits très aboutis. Ça a été vraiment pour moi une belle surprise. Apple avait enfin tiré les conclusions des modèles qu'on a vus avec le clavier papillon, avec juste de l'USB-C, etc. Et pour moi, il n'y avait pas spécialement de raison d'attendre, en fait. Donc le gain, 20%, c'est hyper rare de réussir à les pousser vraiment dans leur dernier retranchement, sauf vraiment pour des professionnels, des gens qui ont des usages bien spécifiques. Maintenant, moi qui fais pas mal de retouches photos, de montage vidéo, alors certes, c'est le modèle haut de gamme que j'ai pris, mais à aucun moment, je me suis dit, je manque de puissance. Clairement, pour moi, cet ordinateur-là, je le garderai au moins 3, 4, 5 ans. La seule petite chose, éventuellement, ce serait qu'il y ait des nouveaux écrans. Et encore, comme je le disais tout à l'heure, je considère que les écrans qu'on a sur les modèles M1 Pro, M1 Max et sur les M2 aussi, ça reste de très bonne qualité. Si vous utilisez WhatsApp, vous serez sans doute heureux d'apprendre qu'une version native pour les Mac M1 et M2 est enfin disponible en bêta publique et donc accessible à tous. Cette version, repérée par le site WA Beta Info, porte le numéro de version 2.23.1.75. Pour la télécharger, il suffit d'aller sur le site web de WhatsApp. Pas de nouvelles fonctions à la clé, François, mais une appli qui tourne plus vite tout en utilisant moins de ressources sur votre Mac. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, pour vous raconter les coulisses, on utilise WhatsApp pour une conversation entre nous. C'est ce qui nous permet d'échanger, de préparer les émissions, etc. Donc c'est vrai que j'utilise beaucoup sur le Mac parce que je trouve ça très pratique. Ça évite d'avoir sans arrêt son téléphone. Et puis malgré tout, je sais pas si t'es comme moi, mais je suis plus rapide à taper sur un clavier d'ordinateur que sur un clavier d'iPhone. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, ça me fait un peu rire qu'une boîte comme WhatsApp ait toujours pas eu d'application native pour les Mac M1 et les Mac M2. Je trouve que c'est énorme. Ça fait quand même plus de 2 ans, quasiment 2 ans et demi maintenant. Ça aurait été bien que ça sorte avant. Ce que j'aime bien moi maintenant, c'est qu'il n'y a plus besoin d'avoir l'iPhone à portée de main. Tu sais, jusqu'à il y a quelques versions, on était obligé d'avoir l'iPhone à côté pour pouvoir utiliser WhatsApp sur le Mac. Maintenant, c'est plus le cas. Ça, pour moi, c'était une vraie grosse nouveauté. Je l'ai pas installé, je vais l'installer, la tester et voir si c'est vraiment plus rapide. Je me suis jamais dit que ça ramait énormément. Bon, maintenant, c'est peut-être que certains vont trouver que c'est beaucoup mieux. Moi, je pense qu'il y aura pas trop de différence. Et puis on peut peut-être enfin espérer une version de WhatsApp sur iPad. Je t'avoue que c'est un peu comme Instagram des versions iPad. Je trouve que c'est un gros manque. Et je suis assez surpris que ce soit pas développé. L'iPad, ça reste une machine qui fonctionne quand même relativement bien. S'ils le mettent sur Mac, honnêtement, aujourd'hui, avec Catalyst, c'est hyper simple de transférer des applications de l'un à l'autre, etc. Pour moi, il n'y a plus d'argument, quoi. Et puis on vous parlait hier de cette évolution du design pour le futur iPhone 15. Une vidéo montre ce concept imaginé par ADR Studio. Alors elle est terriblement bien réalisée, à une exception près, l'inversion entre le Y et le I de Dynamic Island, François. Ouais, j'ai bien aimé ce petit clin d'œil. Je suis allé voir la vidéo, c'est vrai que c'est assez bluffant. Je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. Le rendu est plutôt sympa. Moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est surtout du côté des capteurs photo à l'arrière. Je sais pas si t'as repéré, mais en fait, t'as un gros capteur et un petit capteur. On voit ça des fois sur des smartphones Android. C'est vrai qu'Apple a toujours eu pour leitmotiv de mettre une même taille, c'est-à-dire que l'optique que vous avez, donc le couple optique-capteur, est de même taille, peu importe le x1, x2, fois l'ultra grand angle, etc. Et là, voilà, dans le concept, c'est pas le cas. Je suis assez curieux de voir si Apple va vraiment appliquer cette solution-là. C'est pas si moche que ça au final. Je trouve qu'il y a des bonnes idées là-dedans et c'est vrai que ça peut redonner un petit dynamisme à ce design qui commence quand même un petit peu à dater maintenant. On s'y est fait, je sais pas si c'est pareil pour toi. Moi, j'aspire aussi à un petit peu de changement du côté du design, même si, voilà, une fois de plus, c'est pas que le design qui compte, c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur, les composants. Mais voilà.
Le concept est sympa, allez y jeter un coup d'œil, ça peut peut-être vous donner envie, et puis pourquoi pas donner des pistes à Apple après tout. La quotidienne iWeek Reviens demain.